coucou tout le monde, je ferai le nécessaire. Salut Abdel, comment vas-tu? Salut, comment ça va? Ça va, tranquille. Bah, ça va bien remis de toutes tes émotions parce que je t'ai beaucoup Ouais, vu courir ces dernières semaines. ouais, carrément. Non, non, ça va mieux là. Ouais, ça a été compliqué jusqu'à l'événement. Après, il y a eu la redescente et puis bah, là, ça va mieux. Je sais pas si Ok. vous voyez Est-ce que tu bien peux là. incliner? Non, pas très bien justement. Est-ce que tu peux incliner légèrement Attends, je vais essayer de trouver un autre support. un Excuse-moi. point de Tu lumière? me donnes une petite Oui, seconde? oui, y a Merci. pas de problème. Coucou Laetitia, comment ça va? Comment ça va depuis le fight? Est-ce que tu es bien reposé? Hop. On en profite. Hein. Alors tous ceux qui sont nouveaux en fait, qui viennent d'arriver sur la page MMA Story France, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait. On a des émissions. On en a notamment une qu'on a tournée il y a 1 an avec Abdel, où il nous avait déjà confié pas mal de choses qui sont réalisées entre temps, comme être promoteur, c'est ça? C'est ça. On a tenu nos promesses. Mais oui, mais c'est incroyable quand même. Hein. On en Ouais, parlait non, comme ça. c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. C'était compliqué, mais avec le recul, c'est une belle histoire. Oui, très très belle histoire puisque du coup tu t'es placé en tant que premier événement de MMA, Ouais, enfin depuis la légalisation notamment. c'est ça. Qu'est-ce Mais que ça c'était pas fait? le but. Hein. Je préfère le préciser, c'était pas le but. Hein. Le but, c'était pas de se retrouver, enfin, d'être le premier organisé. Mais Mhm. voilà, l'histoire a fait que ça s'est fait, enfin, qu'aujourd'hui on l'est. Donc, on prend ce qu'il y a à prendre, là, comme beaucoup disent. On prend ce qu'il y a à prendre. Donc voilà. Mais c'était pas le but ultime. Si tu veux, pour la petite histoire, cet événement, je vois le petit message de ma petite Laetitia aussi. Oui, Laetitia, elle est au sambo monde, hein, là, Laetitia. Elle combat, elle va combattre. Là, elle est sur les championnats du monde de sambo. c'est Donc pour voilà, ça qu'elle a mis qu'elle allait ramener une médaille, c'est ça? et oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, je l'attends avec impatience. Donc voilà, j'ai confiance en elle. On y croit, Pour on y la croit. petite, ouais, carrément, carrément. Ah, c'est une machine, hein, elle le sait, on le sait tous. Et elle l'a encore montré lors du MMA GP. Donc pour la petite Oui. histoire, si tu veux, cet événement, je devais le créer en Belgique à la base. On avait plus un Ah, problème de roadster. Ouais, là, il y a une petite histoire autour de tout ça. C'est qu'arrivé au mois d'août, enfin pendant le confinement, il y a plein de choses qui se sont discutées, tu sais, avec l'arrivée du MMA en France, tout ça, il y a plein de choses qui se sont mises en place. On a été contacté par des organisations, des propositions de contrat de pas mal d'organisations, justement parce qu'à la base, Obifight est un gros vivier, hein, donc on a été très mhm. sollicité. C'est ce que je te disais dans l'interview de l'année dernière. Je te disais que justement, comme on a beaucoup de monde, on risquait de nous voir beaucoup sur les plateaux français. Et Tout à si tu fait. veux, pour la petite histoire, on a vraiment été, on a été sollicité, juste, enfin tout le confinement plus juillet août, hein, et puis on a signé quelques combattants dans de grandes organisations, notamment Michael Mhm. Lebou et Laetitia. Et si tu veux, Oui. nous on avait ce souci de roadster, si tu veux, ça faisait presque 1 an. Bah, Laetitia, on avait besoin de lui faire un combat quand même avant cette grande Normal. organisation que je citerai pas tout de suite. Mais puis Michael Lebou aussi avait des dates et on en avait pas mal comme ça qui avaient des dates et on s'est dit bon, avec le problème sanitaire, et ben, on va créer notre propre événement. Mhm. Et je me suis rapproché de l'European Beatdown, donc les Belges, nos amis belges, que je salue d'ailleurs, et avec qui on s'est dit, bah, allez, on va se faire un événement en Belgique, un premier événement franco-belge. Et Oui, si tout tu à veux, fait. en cours de route, on m'a expliqué qu'il y avait enfin, que la fédération allait être prête, quoi. Et si tu veux, en l'espace de 72 heures, tout a basculé en France. Donc voilà Ah, la petite histoire. Ouais. Donc ça d'accord. s'est un Donc peu c'est pour passé comme ça ça. qu'on a su un peu la date quelques 3 semaines avant et que voilà, parce que je crois savoir que les combattants se préparaient et bon. Ouais, ils étaient déjà, voilà, exactement. On avait cette chance, ils étaient déjà en pleine prépa justement pour un éventuel événement en, en Belgique. Oui. Et pour la petite histoire, quand il y a eu ce bascule, voilà, on a monté l'événement en 18 jours pour te dire. En 18 jours, on a monté l'événement, on a mis en place l'UFC Pass en 72 heures. Enfin, on a eu un Non. timing de folie. On était en discussion à 21 heures avec les États-Unis, on était avec Los Angeles à 21 heures. Il y avait une équipe qui prenait le relais. Enfin, ça a été vous imaginez même pas le chantier. Oh, ah oui, mais du coup, ça a été bon. J'ai bien vu hein, lors de l'événement d'ailleurs. Merci parce que je tiens à le dire à tout le monde. Tu as mis mon équipe bien. On a été Mais, accueillis royalement. C'était vraiment super. Merci encore hein, parce que j'ai apprécié vraiment. ben, vous le Donc méritez de du toute coup, façon. Donc, ah oui, mais c'est quand même c'est important de le dire hein, parce que c'est pas sûr. tous les événements où on se retrouve comme ça. En tout cas là pour le Non, coup, super. Aux premières loges, merci j'ai beaucoup. tout vu, j'ai rien manqué. Moi, Et génial, merci. je t'ai beaucoup vu courir. Ton planning était assez chargé les semaines Mm, enfin, les jours qui ont précédé et également le jour J, notamment ouais. cette histoire d'octogone. Qu'est-ce qui s'est passé Mm. avec l'octogone?
Alors, si tu veux, bon, alors pour faire les choses dans l'ordre, une cage, quand tu loues une cage, parce qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a pas beaucoup de cages, hein, faut pas oublier qu'on est un des rares pays à pratiquer le MMA depuis peu. Et il faut savoir que trouver une cage déjà en France c'est compliqué. En Europe ça se trouve, mais avec des conditions sanitaires très compliquées. Et à 18 jours de l'événement encore plus compliqué. Et je tombe sur en fait, on recherche une cage sur le net. Bien sûr, on va mettre le budget qu'il faut. Hein, et le problème, c'est qu'on tombe. Enfin, le problème, non. Super, on tombe sur une cage. On nous explique que c'est la cage officielle de l'UFC. Enfin, une pâle copie de la cage de l'UFC. Et qu'aujourd'hui, elle sert que pour des clips et des films, puisque la personne qui a investi là-dedans il y a quelques années pensait que le MMA allait être légalisé avant et pouvoir louer cette cage, si tu veux. Et donc, finalement, il n'a pas eu gain de... Enfin, voilà, il m'explique qu'il loue cette cage très rarement et qu'elle est quasiment neuve. Et puis moi, je me dis, super, bingo, une cage de 9 mètres, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles de cage. Et que la cage de 9 mètres, je me dis, bingo, c'est génial. Si en plus on peut mettre une vraie cage, comme dans les... Enfin, parce que t'as pas mal d'organisations qui tournent avec des 7 mètres, là, de mettre la grande cage de 9 mètres, c'était assez énorme. Et là, il nous dit, OK, alors, voilà, il y a ma cage, elle coûte tant, mais en dessous, il y a un praticable qui coûte tant, et puis par contre, faut mettre... Donc, on se rend compte qu'il y a un montage à faire quand même, mais que c'est déjà réalisé, on le voit sur photo. Mais le problème, c'est que tu n'as aucune façon de contrôler cette cage, puisqu'une cage de cette taille est forcément démontée. Donc, moi, je pose quand même la question à savoir si je peux aller la voir, cette cage, avant de la louer. Et on me dit que non, elle est en morceaux, enfin, tu sais, elle est en petite partie. Donc, impossible de découvrir cette cage avant le jour J. Et quand cette cage arrive, bon, déjà très compliqué, il faut payer au cul du camion, entre guillemets, les mecs ont peur de se faire avoir, ils connaissent pas le milieu, d'habitude ils traitent avec des boîtes de production, là ils viennent voir des boxeurs, des pirates, pas trop en confiance, donc, et puis finalement, nous on a essayé de jouer patte blanche, mais le problème, alors sachant que bon, je lui en veux pas ce monsieur, et le problème c'est, on le voit d'ailleurs dans le petit reportage de Canal, on le voit parler à monter sa cage, et il a pas été méchant, mais il nous a mis dans une sale situation, parce qu'au moment où il monte la cage, on se rend compte à 19h que la porte se ferme pas. Alors on s'est rendu compte de 2-3 petits points, qui se sont réglés en cours de route, mais on se rend compte que la cage, la porte ne ferme pas, en fait, un problème de fermeture, et donc voilà, ça a été le gros souci. Ouais, il a fallu trouver des solutions. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, un petit coucou à Eric Konako, que j'ai vu qui a rejoint le live, également à Youn. Eric Konako qui fait partie de cette aventure. Pardon, excuse-moi. Eric Konako qui fait partie de cette aventure, puisque c'est avec lui que tu as pu organiser cet événement. Ah, mais Eric Konako, c'est mon associé. Hein. Aujourd'hui, c'est mon associé dans... faut savoir qu'on travaille ensemble depuis au moins... Moi, je crois que c'est la 4e année là qu'on enchaîne ensemble. Muay Thai Grand Prix, j'ai jamais été très loin, ou sportivement, ou voilà, sur des affaires autour du Muay Thai Grand Prix. Et puis qu'aujourd'hui, on s'est associé justement pour mener à bien tout ça. Il a ses qualités, j'ai les miennes. En fait, on a chacun un savoir-faire différent. Et en fait, ça match. Depuis 4 ans, on travaille ensemble, sans association, sans rien. Et il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On s'est toujours entendu. On a la même gamberge. Et c'est vrai que là, il y a peu de temps, on s'est associé sur Fights for Management déjà. Et il y a aussi Duca de Marseille, coach aussi de Laetitia qui est sur Fights for Management avec moi et avec Konako et moi. Et si tu veux, c'est vrai que Konako, c'est comme on dit chez nous, c'est mon gars sûr. Konako, c'est le Konako les yeux fermés. Et puis ouais, carrément, c'est mon associé. Voilà, aujourd'hui, c'est mon associé. Je vois qu'il y a quand même des personnes qui mettent des petites blagues. Ah, mais Alioune surtout, non? Ah, je l'aime pas. Je l'aime pas, ce type-là. Je l'ai fait boxer de force. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi Alioune d'ailleurs? Parce que c'est cool, c'est une longue histoire. Non, je rigole, non. Alioune, Alioune, c'est pareil, c'est une de nos perles. Hein. Moi, je suis content de l'avoir récupéré au B-Fight, parce qu'il faut savoir qu'Alioune, il était dans un autre club il évoluait à d'autres, et puis que je suivais indirectement via son passage à European Beatdown, sur le circuit français. Donc, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, qui j'espère va faire beaucoup de bruit, hein, et puis sachant qu'il a les arguments pour, on l'a bien vu encore sur les mêmes AGP, c'est un garçon que je voulais sur ce projet. Il y avait beaucoup de monde à faire boxer, je connais beaucoup de monde dans le milieu du combat, d'ailleurs il y en a peut-être qui m'en ont voulu en cours de route, mais c'est un garçon que je voulais voir boxer, honnêtement, voilà, on s'observe depuis quelques temps, il a rejoint la team il y a 1 an, et Alioune, c'est vraiment c'est un bel athlète, et puis c'est un homme de parole, et puis c'est un plaisir de bosser avec des techniciens comme ça, qui ont du cœur et tout ça, c'est un bel athlète. Ouais. Alors, on a Sava au KLM qui dit « Je suis son coach ». C'est le coach d'Alioune, c'est ça? Ou c'est une blague? C'est une demi-blague, c'est le coach mental, on va dire. En fait, c'est mon pote Hakim.
que je salue aussi, c'est un très bon ami à moi. Il est dans le staff aussi d'Obifight. Il faut savoir que c'est une grande famille, tout ça. Il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, il y a un noyau dur qui existe. Et voilà, ces gens-là là, que tu vois parler en font partie. Hakim, c'est un très très bon ami à moi qui m'a aidé pendant les coups durs, pendant tout le confinement. Là, vous savez, le confinement a laissé. Je pense que tout le monde a vu qui était qui autour de lui quand il y a eu le confinement, quand il y a eu cette première crise qu'on a découvert. Hein. On a l'impression de vivre de l'après-guerre là. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là où on voit qui est solide ou pas. Puis Hakim fait partie de ces gens-là. Donc voilà. Donc à Yanis également. Hein. De toute façon, ce live sera en ligne. Hein. Après, ce sera possible de le voir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à embêter Abdel. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est là pour ça ce soir. Ouais, clairement. Il le faut toute l'année déjà. Exactement. Et je voulais savoir, donc tu parlais là rapidement du club, hein, du confinement, du club. Comment ça se passe, toi, de ton côté? Bah, faut savoir que les clubs de sport de combat ont déjà fermé il y a un mois avant le confinement. Hein, déjà, faut savoir que depuis octobre, on est fermé. Nous, on a fait cet événement MMA-GP, on était déjà quasiment fermé. Et je vais pas te dire de bêtises parce que je crois qu'on a fermé. On a dû fermer aux alentours. Donc les clubs de sport de combat ont fermé il y a bien longtemps déjà. On est dans le 2e mois. Et c'est vrai qu'on traverse une période compliquée, quoi. C'est dur de tenir, d'avancer. Mais bon, on est obligé de passer par là. Il y a encore beaucoup de morts, on l'a vu. Et puis ça reste assez vague, quoi. Il y a beaucoup de gens on sait pas trop où on va. Nous, on est un peu. Alors, attention, je fais pas de mauvaises. Mais c'est vrai qu'on est un peu perturbés, surtout nous, qui sommes en contact permanent les uns avec les autres. On tourne ensemble. Là, faut savoir qu'il y a les pros qui s'entraînent encore. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce qui se passe autour, parce que nous, on est toujours en contact direct, faut savoir qu'on se fait des prépas entre nous, on est là sur les uns sur les autres. Je veux dire, c'est très dur d'avoir une distanciation sociale quand on est en sport de combat. C'est pour ça qu'il y a cette dérogation pour les sports de contact. Et c'est pour ça qu'on écarte le grand public le public loisir des pros. Mais c'est vrai que nous, on voit tout ça avec un petit peu de recul, puisque on n'a pas eu un cas, en fait. On n'a pas eu un cas alors qu'on est en contact direct. Pendant notre événement, on n'a pas eu un cas alors qu'on a testé tout le monde. Et donc voilà, c'est vrai que moi j'ai un peu de recul avec ça, puisque j'ai l'impression qu'on a cette sensation que c'est loin de nous. Mais non, c'est vraiment présent. Et puis on le voit encore, il y a les stats qui sont là. Et puis voilà, quoi. Faut faire attention, faut se protéger, faut protéger les anciens, les plus faibles. Et puis voilà, on a compris un peu on a déjà compris le côté virulent de ce virus. Après le reste, c'est aux médecins de le faire. Hein. Et comment est-ce alors comme tu dis, tu as testé tous les combattants, comment est-ce que ça s'est organisé pour la MMA-GP? Très compliqué parce que si tu veux, il y a la fédération de boxe anglaise qui est une fédération qui est déjà très professionnelle, qui a appliqué un peu les mêmes. On est très proche en matière de code sportif. Donc les règles sont très proches de celles de la boxe anglaise, et notamment sur nous, si tu veux, quand on va à l'étranger, quand Michael va combattre à l'étranger, et puis comme nous on est adeptes, on en a déjà parlé, on est adeptes de l'étranger, on combat tout le temps à l'étranger, et si tu veux, nous demande un test VIH, un SIDA, et puis un certificat médical. De toute façon, je veux dire, quand tu vas combattre en Pologne, ils vont pas appeler le médecin à Lyon ou à Paris qui a ausculté Michael ou Laetitia pour demander si c'est un vrai certificat. Donc là, c'est juste de la décharge. Et c'est vrai que par contre, nous, en France, on fait les choses un peu différemment. Après, c'est bien parce que ça sécurise, mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à revoir, à mon avis. C'est qu'on demande les mêmes examens médicaux qu'aux athlètes français. Ça veut dire que quand vous faites venir un Brésilien, un Portugais, qui a, par exemple, alors je vais te donner un cas très concret, plus de 32 ans, on demande un IRM cérébral angio. Donc c'est angio, c'est avec injection, ouais, bon. Et le problème, c'est quand tu demandes ça à un Brésilien ou un Portugais et que le SMIC là-bas, il est à, je sais pas, en 700-800 euros, je sais pas trop, et que ça coûte ce prix-là, le mec te dit tout de suite, laisse tomber, je combattrai pas chez toi. Donc ça a été un peu compliqué parce que quand on a reçu, moi, il faut savoir que j'ai reçu les éléments une semaine, avec 10 jours, le code du sport, j'ai reçu 10 jours avant l'événement, hein, parce que faut savoir qu'on a un peu servi de cobaye aussi quand même dans cette histoire, parce qu'on s'est adapté au fur et à mesure. Et si tu veux, quand on a reçu les premiers, alors quand j'ai envoyé la liste des examens aux combattants, tout le monde m'annulait. Une semaine avant, tout le monde me disait bon, laisse tomber, je viens pas, quoi. J'ai même un combattant, l'adversaire de Michael, qui publie carrément annulé, et je me dis mais c'est quoi ça? Et là je me rends compte en discutant avec eux, que c'est des examens médicaux. Et le truc, c'est que je les ai fait venir 5-6 jours avant. Et j'ai réussi, alors incroyable, grâce à ma petite femme Sonia que j'embrasse, on a réussi à avoir tous les examens. Alors, faut savoir, IRM, on les a fait à Antony à 22h la veille de l'événement. On a fait les tests PCR le jour J, on a eu les résultats
le soir, il y a la clinique Desnoriers à Vitry qui a joué le jeu magnifiquement bien. Et ouais, on a eu le résultat par mail le soir. Et on a eu quoi d'autre? On a eu, alors il y avait le fond d'œil aussi, pareil. Il y avait l'adversaire de Fanny qui arrivait en retard. Elle n'avait pas de fond d'œil. Enfin, ça a été, j'aurais fait fond d'œil, électrocardiogramme, test d'effort, IRM. Enfin, ça a été déjà ces examens-là. Je t'invite à essayer de prendre rendez-vous maintenant. Si on te donne une date dans un mois ou deux, ouais. Et là, écoute, ça a matché. Moi, cet événement, il devait se faire apparemment, puisque à chaque fois. Alors, on a vraiment navigué à vue, si tu veux. On savait vraiment pas de quoi le lendemain était fait pendant les 10 jours avant le combat. Et à chaque fois, bah, il y avait la solution. Il y avait la solution, quoi. Donc, et d'ailleurs, même avec cette histoire de cage, on a eu la solution. On a réussi à trouver un système de fermeture et on a mis 4 personnes parce que le souci, une fois qu'on a fermé, c'est de savoir si elle allait s'ouvrir en cas d'urgence. Parce que c'est bien beau de faire un montage, ouais, c'est un peu le, si tu vois, on était vraiment là-dedans. Il n'y avait pas vraiment de problème d'intégrité. Il n'y a pas vraiment de problème de sécurité. Le problème, c'est de se dire, est-ce que si on met une nouvelle fermeture qui n'est pas forcément, tu sais, à partir du moment où tu enlèves la serrure d'origine, il y a un problème de conformité. Donc le truc, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'elle risque pas, enfin, la crainte de la FMMAF était que la porte reste bloquée en cas d'intervention d'urgence. Et finalement, on a mis 4 gars avec un mec qui a répété une vingtaine de fois le mouvement, et puis bah finalement, bah tout s'est bien passé. Et puis on a pu lancer, mais c'est vrai qu'on s'est pris 1 heure de retard quasiment. On le fait pas, on annule pas. T'étais dans les coulisses, hein, t'as bien vu l'ambiance stressante. D'ailleurs, j'ai même pas vu l'événement. Hein. Moi, j'étais vraiment sur. Ouais, non, j'ai vu les combats il y a pas longtemps. J'avais les résultats. Je savais qu'on avait fait fort en matière de résultats, mais j'avais pas vu l'événement moi, le jour J. Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que là, on se rend pas compte hein, de tout ce que, de la mise en place, de tout ce que ça génère en stress surtout parce que pour toi, ça. Carrément. Ça J'en pouvais plus. Mais j'ai réussi, tu sais, à baisser les bras la veille, le jour J. Hein. À 20h, on me dit annule, c'est mieux. Je dis bon, allez, on annule. Il y avait 700 personnes dans la salle. Et je te jure, tellement, non, mais j'étais plus lucide. Il y a un moment, j'étais plus lucide. Et heureusement qu'il y a, Konako et moi, c'est là où on est, Konako, il m'a dit, t'es fou, on lâche pas. Il m'a dit, heureusement. Et puis finalement, beaucoup de gens s'en sont mêlés. Le maire de Vitry, la ministre des Sports est venue, puis elle est venue sonder, hein, bien sûr. Elle n'a pas donné un feu vert sur un truc, qui n'était pas réalisable ou dangereux. Mais on a sondé tous ensemble. On est sortis de la salle, ministre, maire, préfet, et puis on a discuté. Il y avait aussi les représentants de la FMAF. Et puis là, en discutant, on a dit bon allez, on y va. Et on a lancé. D'ailleurs, beaucoup de gens se demandaient pourquoi ce premier combat. Alors, le deal, c'était que le premier combat se fasse, que les premiers combats se fassent en 2 rounds de 5 minutes. Alors, j'ai pas compris pourquoi à l'instant T. Je vois pas en quoi ça allégeait quoi que ce soit en matière de sécurité, qu'on passe 3 rounds ou 2 dans la cage. Je comprenais pas trop, mais bon, on s'est soumis un petit peu à la volonté. Et c'est vrai qu'on a ce premier combat avec Pierre qui finit par un KO, le premier combat commence par un KO, donc c'est vrai qu'on voit pas qu'il y a que 2 rounds. Par contre, dans le deuxième combat, Kevin et Di Franco, notre ami belge, là, le public s'est demandé ce qui se passait, quoi. Et c'est après ce combat-là, on s'est dit bon, et on fait quoi et finalement, la FMMAF nous dit ok, on y va. Et donc voilà, mais on a vraiment suivi, on a été respectueux de tout le protocole, tout le processus. On a essayé de donner le pouvoir aux arbitres. Ahmed Korchi d'ailleurs que je salue, Ahmed Korchi, premier français à officier à l'UFC, faut le savoir, et que j'ai eu la chance d'avoir sur cet événement. Pareil, il a donné son avis à un moment, on a essayé d'écouter, et puis on s'est soumis aux règles. On sait très bien que c'est un sport qui fait polémique, donc le but c'était vraiment que tout se passe bien. Mais justement, en plus avec la présence de la ministre des Sports, ça mettait une pression supplémentaire et elle a quand même été très contente. Les retours ont été hyper positifs. J'ai même échangé également avec le maire de Vitry qui lui était apparemment à fond derrière toute l'équipe. Donc quelque part c'est positif. Et toi là, qu'est-ce que ça en découle tout ça? Est-ce que les clubs sont fermés, mais est-ce que tu as plus d'adhérents à Hobby Fight? Qu'est-ce que ça a fait en fait? Alors au niveau d'Hobby Fight, pas forcément. C'est vrai qu'on a réussi à dissocier Hobby Fight. Alors Hobby Fight, il y a les fighters, il y a les combattants bien sûr, Laetitia, Mika, tous ceux que vous avez vus, Kevin, tous ceux que vous avez vus à Lyon. Le truc c'est que c'est au niveau média. C'est vrai que moi j'étais déjà pas très média. Je te rappelle que tu es la première à m'avoir interviewé. Je sais pas si tu le sais d'ailleurs, mais tu es la première à m'avoir interviewé il y a 1 an. Faut savoir qu'il y a 1 an et demi, personne n'avait jamais vu mon visage.
où le peu qui m'avait vu sur les photos me disait tu bosses à Hobby Fight, toi. Je disais ouais, je bosse à Hobby Fight parce que je suis très timide de base et c'est vrai que j'étais même pas sur les réseaux il y a plus d'un an. J'avais pas de, je gérais la page Hobby Fight et j'avais un profil qui s'appelait Vitry Complexe Sportif et personne ne savait que c'était moi. Personne ne savait que c'était moi. J'avais vraiment besoin enfin j'ai toujours été dans mon coin discret et donc voilà. Et puis là finalement la force des choses font que il y a un moment, tu es obligé de te mettre en lumière, qu'on est obligé de mettre un nom sur certaines choses, sur Hobby Fight, voilà, c'est les partenaires, tout ça qui m'ont demandé. Et puis la nécessité aussi d'arrêter de se faire voler la vedette sur certaines choses aussi, parce qu'il y a pas mal de mon boulot qui passe un petit peu à la trappe, d'autres personnes bénéficiaient de mon travail. Donc il y a un moment où il fallait remettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est vrai que en même temps, notre rencontre a été un peu particulière puisque j'allais interviewer quelqu'un d'autre. Hein. C'était la fête de l'humanité. Et c'est vrai que j'ai ouvert le petit fascicule. Bon, je suis un peu curieux, je regardais un petit peu tout ce qu'il y avait. Et quand j'ai vu MMA, j'ai fait « Oh !» Donc, il faut que j'aille voir. Et je t'ai posé la question, j'ai demandé est-ce que je peux tester, est-ce qu'on peut échanger, j'ai le matériel, etc. Et ça a été vraiment, t'as dit bon, moi, pourquoi pas, j'ai pas l'habitude, mais ok. Et c'était bien puisqu'après ça a attiré du monde également, ça a permis, il y a eu d'autres choses qui sont passées derrière, hein, dont on reviendra pas là-dessus. Hein, ouais, carrément. Ouais, ça c'est un peu ce qui a entaché un peu la diffusion de ta vidéo d'ailleurs. C'était un petit peu ça, c'est que c'est vrai qu'on avait vite, on peut le dire, hein, il y a Benalla qui a débarqué sur le plateau. Après il y a eu tout un truc où les gens pensaient que c'était moi qui l'avait fait venir, qui avait fait un coup, alors que je le connais ni date ni d'Ève, moi Benalla. Et en fait, ouais, c'est vrai, ça avait foutu le bazar. C'est ce qui a un peu nuit indirectement, parce que ça a nuit à notre action ce jour-là, parce que ce qu'on a retenu, je pense que tu as suivi un petit peu sur les réseaux, mais ce qu'on a retenu de cet événement, c'était le passage de Benalla. On n'a pas retenu que David Beer, Tahar Radby, tous mes combattants étaient là pendant 3 jours sous le cagnard. Je sais pas si tu te rappelles, mais il faisait une chaleur de folie. On a fait démonstration sur démonstration. En plus, faites de l'image. Je te cache pas que la clientèle, c'est pas la plus sportive. Hein. On a eu pas mal de gens un peu, bourrés, un peu. C'était pas ce qu'il y avait de plus. Enfin, c'est pas ce qu'on a connu de mieux. Ouais, exactement, voilà. C'est la fête de l'humain, exactement. Le nom le dit bien. Et c'est vrai ça a été un petit peu entaché. Donc, ta vidéo c'est vrai qu'on n'a pas surfé sur la vidéo. Puis c'est vrai qu'on a essayé de classer ce truc-là très rapidement pour pas rentrer en polémique. Parce que le lendemain, on m'appelait Amit Benalla. Libération m'appelle en me disant quel est votre lien avec Benalla. Enfin, on est parti dans un délire. Ma femme m'appelle, elle me dit regarde sur M6 Hanouna, il parle de toi. J'ai dit mais c'est quoi ça? C'est parti en vrille, alors qu'à la base c'était une petite action pour la reconnaissance de notre sport. C'était la base. Quelque part, c'était une publicité d'une certaine manière, entachée quand même. On a parlé de nous. Ouais. Voilà. De toute façon, à cette période-là, on parlait du MMA avec les Boubacaris également. Hein. Donc c'était, je crois voilà. Exactement, c'est vrai. C'était la période. On l'a évoqué, puis tu connais mon avis, un peu mon avis sur tout ça. Totalement. Totalement. Mais fort heureusement, on a connu la légalisation. Bon, il y a le Covid qui nous permet pas de faire les choses vite, mais plutôt au ralenti, qui reporte énormément d'événements. Mais quand même, là, les combattants vont avoir accès à d'autres choses. Ah oui, carrément. Déjà, il suffit de voir la joie des combattants français combattre t'as eu Alioune, je pense que t'as eu Mickaël aussi, tu l'avais eu aussi, ouais. Et puis on voit comment Mickaël éclate de joie. Laetitia, bon bah écoute, elle s'en est même pris à la ministre, Laetitia. Mais, elle a osé. Elle a osé, attention, elle a fait une colonne procès. Non, je rigole. Non, c'était bon enfant. Puis on était vraiment dans l'humain, dans la sensation. C'était énorme en fait. Moi, c'est à la fin quand on s'est tous retrouvés dans la cage là, avec la ministre, avec mes combattants. Et là, je me suis dit waouh, on l'a fait. Et c'est vrai qu'il est retombé. Enfin, c'est à ce moment-là. Et pour reparler des retombées, donc c'est vrai que les retombées elles sont médiatiques plus qu'autre chose. J'ai halluciné sur la presse qu'on a touchée. Faut savoir que c'était pas volontaire. Hein, on n'a pas sollicité plus de presse que ça. C'est vraiment venu à nous, quoi. On nous a appelé tous les jours. C'est vrai que vous organisez un événement de MMA. Et en vrai, on s'est retrouvé avec des reportages, avec plein de choses, quoi. Ça a pris une proportion énorme. Mais c'est vrai que moi je l'ai bien vu hein, dans l'espace presse, on avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas habituées à voir du MMA dans les médias. Certains, je regardais les réactions.
n'avaient pas l'habitude. Et je pense que, bon, après, je sais pas si un autre événement MMA en France pourra solliciter autant de médias. Je pense que c'est parce que c'était le premier et qu'il y a eu un coup de projecteur dessus, mais exponentiel. Carrément. Puis après, il y a aussi la partie, la dimension fight card. Tu sais, les combattants étaient très attractifs aussi, mine de rien, puisque Michael Lebou, qui parcourt le MMA, connaissent Michael Lebou. Celui qui dit je connais pas Michael Lebou. Je parle des puristes. Exactement. Qui a fait un parcours de folie en Russie, je le répète souvent. Laetitia Blo, qui fait une entrée en MMA après avoir fait le même. En fait, elle l'a fait en lutte, elle l'a fait en sambo, là, elle débarque en MMA, elle nous fait encore, elle nous gagne encore son combat. Enfin, voilà, je pense que la fight card était super intéressante. Alioune était un combattant à mettre sur cet événement. Alioune, faut savoir qu'il est dans les papiers des grandes organisations aujourd'hui. Hein, il est vu, Alioune. Hein. Donc voilà. Puis il y a Kevin Fall, que c'est un mec que j'admire beaucoup, qui a de l'expérience de la bouteille. D'ailleurs, il nous a fait il y a une belle opposition contre Di Franco. Et puis bien sûr mon ostéopathe préféré, Pierre. On avait une belle carte française en fait. C'était surtout ça. Je pense exactement. Je pense qu'on avait une belle carte française. C'est du 100% français, c'est du MMA français. Et je pense que les Français enfin les puristes français ont aimé. Et donc voilà. Après bon, il y a eu beaucoup de détracteurs, il y a eu beaucoup de, mais voilà, le problème, c'est qu'on s'est retrouvé face au Bellator que j'apprécie énormément. Le Bellator, je suis depuis des années, c'est des organisations je veux dire, il y avait Cheikh Congo qui combattait quand même sur cette fight card que je suis aussi depuis des années. C'est un des Français qui porte très haut les couleurs, qui a porté très haut les couleurs du MMA. Donc, faut être réaliste. Moi, je me suis retrouvé dans une situation un peu particulière, hein, quand on m'a limite mis face, en adversaire du Bellator. Déjà, c'était un combat particulier. Hein, c'était du David contre Goliath. Moi, j'avais pas vraiment les épaules pour faire grand chose, mais c'est vrai qu'on a eu un appui qui était pas recherché. Les choses se sont faites parce qu'elles devaient être faites. Moi, je suis assez fataliste là-dessus et je pense que c'est parce que ça devait se faire. Pareil pour l'UFC. Hein. L'UFC, ça s'est fait très rapidement. On a eu leur appui très rapidement et puis voilà, on a découvert des gens très pros et l'UFC nous a vraiment surpris. Et c'est pas fini. Hein. Beaucoup de gens disaient ouais, c'est à cause du Bellator, ils sont concurrents, donc ils vous ont. Non, on a eu un super retour de l'UFC. Ils ont été satisfaits, surtout par rapport au temps qu'on a eu pour organiser, parce qu'ils sont au courant de tout le dossier. Donc ils nous ont fait un mail il y a pas très longtemps. Hein, Konako le sait, il est en copie des mails et en nous disant super travail. Et puis on a mis l'UFC Pass en quelques heures. D'ailleurs, je remercie au passage, excuse-moi Sandrine, je fais des petites dédicaces. Il y a les trois mousquetaires Idir, Ben et Karim Ashmail. C'est les gens qui étaient en off. Si tu veux, c'est les personnes de l'ombre qui ont fait ce suivi technique. Il y a même Idir qui s'est improvisé commentateur parce qu'il fallait un commentaire en anglais. Donc c'est un ami à moi qui l'a fait. Et voilà, il y a eu franchement, il y a une adaptation. Elle a été costaud. Le staff a été très très costaud. On a été très solide sur le coup. Hein. C'est rare que je le dise moi-même, mais on a été très solide sur le coup. C'est vrai que les speakers, franchement, ils ont fait un boulot. Ils ont essayé de meubler les imprévus, etc. Ils ont mis de l'ambiance, etc. Franchement, bravo. Félicitations à eux. C'est Ben que tu as vu. Alors, il y avait un black et un blanc. Le blanc, c'est Ben. Et donc, Ben, c'est improvisé speaker, quoi. Et il a animé ça. Il nous a couvert 1 heure. Heureusement, il appelait des danseuses. Il appelait un one-man show. Je me suis dit, il faut vite qu'on avance. Il aura pas grand-chose à appeler derrière. Cracheur de feu. Non, c'est vrai qu'ils ont fait. Franchement, il y a eu moi, j'ai halluciné sur la réactivité et le fait que j'ai pas géré certaines choses. Il y a des choses, elles se sont gérées toutes seules parce que j'avais des amis derrière qui le faisaient, quoi. Et ça, je les remercierai jamais assez. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Karim Gadji. Oh, Karim, putain, c'est vrai. Excuse-moi, des fois, je lâche un petit mot. Karim, comment te dire, Karim, c'est déjà c'est un très grand champion en matière de pied-point et on le connaît, hein, Karim, il est un multiple champion du monde, il a un pied-point de folie, il a 40 ans, Karim, il a mon âge, il est encore là, on dirait qu'il a 15 ans, il a mon âge mais on n'a pas la même forme et puis pareil, il a fait un combat très surprenant, si tu veux que je te parle un peu de ce combat, c'est que c'est un des combats que j'ai suivi bizarrement, et j'ai eu très peur. D'ailleurs, je sais plus qui m'interviewait en parallèle. Il y a quelqu'un qui me parlait à côté, qui me disait mais il se passe quoi là? Et je disais mais là il est mal, au point il est derrière. Et je dis s'il met pas un KO, c'est mort parce que je voyais pas Karim Gadji mettre une soumission. Donc je dis à la personne qui me filme, qui m'interviewe en même temps, je sais plus, hein, c'est un petit média local qui me parlait en même temps que je regardais le combat.
Et je lui dis, il faut qu'il l'éteigne en argot. Je lui dis, s'il l'éteint pas, c'est fini. Il est hyper au point. Et finalement, putain, il met un étranglement. Moi, il m'a surpris. Là, on est dans l'instinct. Il a prouvé qu'il est un guerrier. Un striker pareil qui se retrouve sur le dos. Moi, sur le dos, je suis une tortue parce que je viens du pied-point. Et que Karim comme ça soit adapté et puis qu'il soit sur un combat international comme celui-là, parce que je sais pas si tu as vu, mais il y avait un client en face quand même, quoi. Il était là pour le finir. Il était surprenant, hein. Il était surprenant ce garçon et c'est vrai que Karim moi m'a fait super plaisir. J'espère le faire recombattre sur les prochaines dates. Mais c'était sa première intervention dans le MMA. Carrément. Il faut savoir qu'il a déjà fait un combat de mémoire à l'Octofight, nos amis, la famille Roméas, que je salue aussi, les Marseillais. Donc Karim avait fait un combat là-bas déjà. Alors je vais pas dire de bêtises parce que j'ai pas tout suivi, mais déjà il fait une victoire là-bas. Je sais pas je crois qu'il a fait que ça, et c'était du pancras à la base, et que en MMA, ça lui donnait un combat pro quand même sur le Sherdog que tu dois connaître à force, Sandrine, le Sherdog, donc référencement des combattants. Donc sur Sherdog, il avait un combat ou deux, je sais plus s'il a un combat ou deux, Karim, mais c'est voilà, il a un combat en tout cas qui s'est fait chez nos amis Roméas, donc à l'Octofight, c'est l'organisation que vous verrez très prochainement d'ailleurs. Ils organisent donc ils vont organiser en MMA, donc cette organisation passe du pancras au MMA. Donc je salue Anthony et puis le papa Eric. Alors, on a Eric Conaco qui a dit Karim, extraterrestre du sport. Oui, effectivement. Carrément. Moi, je sais que j'ai perdu ma voix, personnellement, sur le fight de Karim, puisqu'il y avait toute son équipe qui était derrière. Carrément. J'étais en train de crier aussi, parce que quand il est tombé, là, j'ai fait non. Mais moi, il m'a fait peur, parce qu'en plus, il tombe très tôt, hein. Je sais pas si tu vois, dans le premier round. Il est touché tout de suite dans le premier round, il est surpris parce qu'il réagit vite, il se reprotège. Mais je pense qu'il a plus été surpris qu'autre chose. Son adversaire était longiligne aussi. Je sais pas s'il n'y a pas eu, parce qu'on le voit reculer sur le coup, il le prend en bout de course, en fait, et ça, c'est souvent quand tu as eu un problème d'appréciation de la distance, techniquement, et moi, j'ai l'impression qu'il est plus surpris qu'autre chose, puisqu'il n'est pas sonné, il réagit assez vite, mais c'est vrai que je me suis dit, non, Karim, faut qu'il passe. Enfin, franchement, j'avais vraiment envie que tous les Français passent. On a mis des belles oppositions en face quand même, tu as pu le remarquer, même si des combats ont été très vite, comme celui de Pierre. Il y a eu pas mal d'arrêts avant l'arbitre, avant la limite, de toute façon. Pierre, il combat quand même Ben Zakar. Ben Zakar. Voilà, c'est un Arménien qui vit au Portugal. C'est un ami à moi, Ben. C'est un ami à moi et ça m'a fait plaisir de le faire combattre sur cet événement. Puis il a fait un gros job aussi en matière il m'a aidé à travailler sur la fight card justement concernant les étrangers, parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui arrivaient du Portugal, voilà, exactement. Et Ben m'a beaucoup aidé. Il est d'Alfortville à la base. Il est d'Alfortville. Il est parti, donc c'est juste à côté, ouais, exactement. Et il est parti, il s'est exilé au Portugal justement il y a quelques années, justement pour le sport de combat. Il a évolué là-bas. À la base, c'était un striker. Enfin, il venait du pied-point. Et aujourd'hui, il a rejoint une belle team, donc vous avez pu découvrir pas mal des gens de la team qui étaient sur place là-bas. Oui. Et puis il m'a servi d'interprète. Il a joué le jeu sur pas mal de choses. Il m'a aidé à négocier des primes aussi avec les combattants étrangers, tout ça. Donc parce que ça restait très compliqué, les combats, les billets d'avion, on les a pris en dernière minute. Ça a été très compliqué pour tout, très cher pour tout. Et puis c'est vrai, très peu de budget pour tout. On avait deux sponsors. On avait Metalbox en financier et on avait d'ailleurs, que je remercie aussi, et puis on avait la cantine corse de Tillet. Pareil, je remercie Loïc infiniment parce que sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc on a eu ces deux partenaires qui nous ont suivis et qu'on remerciera sur la prochaine édition. D'ailleurs, on verra l'ascenseur. Et c'est vrai que voilà, sans ces petits gestes-là, ça aurait été vachement compliqué. Alors on a bien galéré, on a tout fait nous-mêmes, mais on a quand même eu pas mal. Il y a le côté humain qui nous entoure qui a vachement servi. Alors, juste pour revenir aux petits commentaires, alors il n'y a pas spécialement de questions, mais il y a un petit débat entre Eric Conaco, quelqu'un qui s'appelle Anis. D'ailleurs, coucou à Kevin Fall qui vient de nous rejoindre. Apparemment, on organise un fight avec McGregor et un Anis. Anis et McGregor ou Anis et Khabib, on ne sait pas. Il se passe quelque chose là. Mais là, il balance des dossiers. Je note, moi je note. C'est pas signé. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas dire ce genre de choses. Non, mais en fait, pour la petite anecdote, mais t'as raison, il faut, pour la petite anecdote, en Muay Thai, il y a dimanche dimanche d'avant, donc avec le Muay Thai Grand Prix, donc l'organisation que gère mon pote Konako, il faut savoir qu'il a fait combattre deux de mes combattants, dont Anis Mebara, qui avait un combat qui était très attendu, et où il n'était pas favori du tout, et il gagne en 30 secondes sur un coup de genou, un KO magnifique.
Et c'est pour ça. Donc le Anis que tu vois parler nous a fait un super KO la semaine dernière. Et donc voilà, et c'est vrai qu'on ça nous a redonné un peu de force. Et de toute façon, Anis, c'est un jeune qui est en train de monter. C'est un semi-pro. C'est un très bon combattant. Je pense qu'il va faire de plus en plus mal. Il a 22 ans. Quelqu'un à suivre. C'est une personne à suivre, alors. Ouais, peut-être qu'il ira vers le MMA à un moment ou à un autre, hein, vu qu'il est dans notre groupe. Et tu sais, tu es pas à l'abri de voir des Reda Ogdou qui a déjà combattu. Reda Ogdou, s'il est champion du monde de K1, il est fort possible. Moi, j'ai envie j'aimerais bien qu'il retourne dans la cage. On a des pieds-points qui sont capables de travailler sur les deux, sur les trois disciplines, K1, Muay Thai. Faut savoir qu'Alioun, par exemple, est largement capable de combattre en pied-point. Hein, donc Alioun, tu le verras aussi sûrement sur des événements de K1 ou de K1 plus que de Muay Thai, mais de K1, ouais, tout à fait. Ok. Alors c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un MMA GP2 en préparation? Bien sûr, ouais, même en préparation. Enfin, on commence à beaucoup en discuter. Il faut savoir que Konako et moi, on dort la nuit parce qu'il faut le faire. Mais sinon, le matin, on se lève, c'est tout de suite, on s'appelle, WhatsApp. Enfin, c'est des mémos, tout ça. En général, on sait en ligne quand on pose les gamins à l'école et tout, hein, pour te dire. Et souvent, quand je l'appelle, il est en direction de l'école. Lui, il vit à Londres. Hein, et donc, ce matin encore, on parlait de tout ça. Et bien sûr qu'il nous faut une autre édition très rapidement et puis je pourrais pas en dire plus maintenant, mais on prépare des choses et puis des belles choses où on nous attend pas. Donc on va continuer. Là, on n'a pas le choix, on est obligé d'élever le niveau. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de la presse de cette première édition, mais il faut savoir que sur la deuxième édition, on est vachement attendu par la presse aussi, parce qu'on attend de voir, de voir si la deuxième est au moins aussi bien que la première édition, et voir si nos lacunes, entre guillemets, hein, cage, tout ça, il y a beaucoup de détracteurs. Hein. Tu sais, quand tu as fait une ou deux boulettes, on met le doigt dessus. Et enfin, une ou deux boulettes, c'est des loupés qu'on n'a pas forcément. Même sans, hein. Ouais, exactement. Mais comme il y en a qui aiment bien mettre je pense qu'on est attendu aussi. Donc il y a encore des. Et puis par contre, il y a certaines grandes chaînes qui nous lâcheront pas, j'en suis persuadé. Qui vont continuer à bosser avec nous. Ça, j'en suis persuadé. Mais c'est vrai parlant des chaînes, il y a eu un changement là, justement. On a l'autorisation par le CSA. Alors Exactement. Donc enfin, ça c'est encore une victoire. Après, j'ai survolé, hein, j'ai pas regardé, mais on est sur une diffusion après 22h30. On est sur des programmes qui sont interdits au moins de 16 ans. Il y a des règles claires. Après, on n'a jamais eu de box taille ou de K1 à 20h. Ça s'est rarement fait à la télé. De toute façon, moi, j'ai toujours été habitué Si, je crois qu'il y a l'équipe qui diffuse des combats à 21h. Je crois que c'est déjà arrivé. Oui. Je sais pas si je dis une connerie ou pas, mais je crois. Mais moi, je voyais le Bellator à l'époque. Sur RTL. Ouais, mais c'était sur une chaîne, exactement, c'était luxembourgeois, c'était pas sur une chaîne française, exactement. En fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'on a que RMC ou RTL 9. Et c'est RMC 4, RMC Sport 4, justement, parce que c'est des chaînes qui sont en Belgique ou en Luxembourg. Et donc là, ils peuvent diffuser, ils ont pas les mêmes problèmes que nous, ils ont pas la même législation que nous. Donc voilà, mais par contre, voilà, c'est vrai que c'est diffusable aujourd'hui, c'est officiel. Et ça, par contre, ouais, c'est clair qu'on est content. Mais il y a quand même plein de choses. Parce qu'on discute aussi, il y a l'UFC derrière, et puis il y a plein de choses aussi. Donc on va voir ce qui va se passer. Et justement, c'est un peu de tout ça qu'on discute en ce moment. Et puis c'est des questions qui se posent. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont intéressées par ce qu'on a fait. Et voilà, donc c'est des décisions. Il faut réfléchir, il faut être stratégique et penser long terme, surtout pas one shot, parce que c'est pas dur de se faire avoir après un coup comme ça en pensant one shot. Tu sais, première chaîne qui te dit hop, allez, je te donne un one shot, je te donne temps, c'est parti. Tu plantes quelqu'un d'autre et puis ça peut vite mal se passer. Donc il faut penser long terme, il faut penser développement et tout ça. Et puis je te rappelle aussi, je sais pas si tu as vu, mais il y a Arnaud Romera qui est très proche de nous, qui est le conseil de Fight Sport Management aujourd'hui. Donc c'est pareil, on a la chance d'avoir son expérience aussi, hein, son savoir-faire, et puis il a aussi des gens autour de lui, des avocats, des choses. Voilà, c'est notre conseil aujourd'hui. D'accord. Et je pense qu'il y a des choses aussi avec Arnaud hein, qui se préparent. Donc voilà. Est-ce que je suppose que tu connais l'application, c'est Wazani, je crois, qui est proposée par la SMMAS. Oui, est-ce que tu es dessus? Oui, tout à fait. En fait, donc je suis affilié, l'association BeFight est affiliée, et puis nos combattants ont pris les licences sur cette application, ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu en penses d'avoir créé cette application
Pour l'instant, est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que tout le monde, il y a des retours là-dessus? Il y a des retours, oui, il y a des retours parce si tu veux, c'est tout nouveau pour nous. Nous, on est dans le système fédéral, donc il y a la FMT, par exemple, je sais pas si tu connais, de Joe Prestia, donc c'est la fédération de Muay Thai, pure et dure. Il y a la FFKMDA de monsieur Alouache, de Nadir Alouache, que je salue aussi. Et si tu veux, il y a un système fédéral qui est un peu commun, les choses se fonctionnent un peu de la même façon. Et c'est vrai que là, on est sur un truc qui est complètement opposé. Là, le combattant, par exemple, prend sa licence tout seul de son côté. Il faut qu'il se télécharge son appli, tout ça. Moi, j'avais des craintes en matière de, comme tous les clubs, hein, tu sais, c'est embêtant quand t'as un combattant que t'as formé ou quoi, puis qu'en cours de saison, il te plante pour aller chez un autre club, dans un autre club. Où c'est vrai qu'il y a des, si tu veux, il y a des choses que je craignais, mais apparemment, il y a des recours. Faut savoir que bon, on n'est pas dans le conflit, mais aujourd'hui, tu formes un combattant, tu lui prends une licence, il a des engagements sur des combats ou sur un championnat de France. C'est vrai qu'avec la fédération, demain, un combattant te dit, j'ai plus envie de bosser avec toi, je vais bosser avec un autre. Il ira bosser avec l'autre la saison d'après, pas en cours de saison. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on pouvait maîtriser avec ce que j'appelais la FFKMDA en disant, faut me bloquer la licence. Ça m'est jamais arrivé, hein. Mais faut me bloquer la licence. En général, on est entre adultes, on discute et puis ça se règle. Puis j'ai déjà libéré d'ailleurs des combattants. Le but c'est pas de mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est vrai que c'est des choses de donner une indépendance comme ça à un combattant face à un club, c'est des choses que je craignais. Mais j'ai évoqué la question avec Brézéfin Lionel, qui m'avait dit non, justement, il y a une affiliation. Alors, je suis pas rentré en détail, mais moi c'était ces petits détails parce qu'il faut savoir qu'on sert aussi à la Fédé justement en matière d'expérience. On peut leur amener en modification. D'ailleurs sur ces IRM, j'en ai parlé plusieurs fois à Lionel Brézéfin. J'avais eu une longue discussion avec Johnny Frachet à ce sujet aussi. Et concernant les IRM, qui sont, les examens médicaux, que de demander les mêmes aux combattants étrangers, c'est sûr, il va y avoir un problème à un moment ou à un autre, parce qu'ils ne peuvent pas. Et c'est vrai que nous, on mise tout sur la sécurité, c'est vrai, mais il faut quand même quelque chose de réalisable. Donc, un combattant de MMA, quand tu vois qu'au Portugal, il y a Mzana, moi, je sais qu'ils combattent quasiment sans. Donc, de leur faire 10 fois ce qui est prévu en France, il est sûr qu'on va pas en voir beaucoup des Portugais, à mon avis. À part si on parle, à part les grandes organisations avec des très gros cachets, parce que de lâcher 700 € sur un IRM ou c'est faisable. Parce que si t'en gagnes 15 000, il y a pas de problème. Mais moi, des combattants qui gagnent 15 000 €, il y en a pas 1 million non plus, quoi. Donc, moi, je pense au circuit surtout. Mais par contre, en contrepartie, ça va quand même permettre au circuit français d'évoluer en France. Parce que, étant donné que les combattants étrangers sont très compliqués à amener à cause de toutes ces problématiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va sûrement solliciter plus de Français sur les plateaux français. Donc, ce sera pas forcément du France contre le reste du monde. Ce sera plutôt. Non, je pense que ça faudra s'attendre aux grandes organisations et en tout cas pour le moment, je pense que les choses vont évoluer parce qu'on a quand même une expérience. Hein, les gens qui gèrent la Fédé sont expérimentés. Il y a la fédération de boxe derrière tout ça. Donc je pense qu'on est sur on va vers une construction. On va pas vers. Le but c'est pas d'empêcher les gens d'avancer. Après il y a ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Et ça, faut le prendre en compte quand même. Il y a un moment où on peut pas tout sécuriser et c'est un peu notre problème en France, c'est qu'on veut tout sécuriser et donc. Surtout que tous les pionniers et tous ceux qui ont participé à cette aventure du MMA depuis de nombreuses années, vous avez fait avec les moyens du bord. Vous avez à chaque fois essayé de trouver des solutions par-ci par-là. C'était pas toujours correct, mais vous avez essayé de faire au mieux. Ça, je le sais, la plupart me racontent. Et on oublie que maintenant, on doit vous recadrer complètement, tout recréer et faire avec des manières dont vous ne fonctionniez pas avant. C'est pour le bien, exactement, mais c'est difficile. C'est exactement ça. On a ce fameux, aujourd'hui on a ce fameux droit du sol qu'on attendait depuis très longtemps. J'appelle ça le droit du sol. C'est tout simple. C'est quand tu fais un match nul en Russie ou en Angleterre et que tu fais un match nul même avec une légère avance de ton combattant et qu'on donne l'autre vainqueur. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Il est chez lui. On lui a donné aujourd'hui on le comprend, on l'entend. C'est dur à accepter parce qu'en France on ne le fait pas. Souvent c'est l'inverse. En France on a une autre façon de faire. On a déjà vu des étrangers repartir avec un titre, avec des choses alors qu'on n'était pas trop d'accord avec la décision finale. Mais bon après. Et puis c'est pareil là sur l'événement il y a eu un détail qui, dans tout ce qu'on a subi entre guillemets. Parce qu'on a accepté de le faire, attention, j'incrimine personne. Il faut savoir qu'il y a un moment, j'aurais pu dire allez stop, on attend comme tout le monde. Et puis voilà. Mais moi, j'ai engagé un truc et puis
j'étais avec mon double Konako qui pense comme moi, la marche arrière. En fait, il y a la marche arrière cassée. On appelle ça. Et donc, c'est vrai que on nous a même annoncé que, si tu veux, que le corps arbitral, il faut savoir qu'on a été le chercher nous-mêmes. Le corps arbitral en France a été formé le jour du Bellator. Ça, faut le savoir. Faut savoir qu'avant le Bellator, en fait, il y avait une formation le jour même enfin, une adaptation, hein. Ils ont pris des arbitres juges qui avaient déjà une expérience en pancrace ou une expérience en MMA, hein. Et c'est vrai, il faut savoir que voilà, ils ont les premiers officiels ont été, on va dire, l'officialisation des arbitres s'est faite lors de l'officialisation du Bellator en France. Et donc nous, on s'est retrouvés à appeler des arbitres de l'IMAF, de la Fédération internationale. Et donc voilà, on a eu des Irlandais, des Belges, et donc on a dû aller chercher nous-mêmes nos arbitres. On a payé les hôtels, les déplacements, tout ça. Enfin, ça nous a coûté ça nous a coûté super cher, plus cher que ce qui. Enfin, je pense que la prochaine édition nous coûtera sûrement moins cher, enfin au moins sur la partie logistique, enfin la partie logistique et puis fédérale. Parce que logiquement, tu appelles la fédération, tu fournis des arbitres, il y a un défraiement à payer, et puis voilà. Mais là, c'est vrai que c'était très compliqué de faire venir des gens d'Irlande. Et puis il y a aussi, je te rappelle, enfin les conditions sanitaires, quoi. C'est chiant, hein, de savoir si le mec va pouvoir venir ou pas. C'était très compliqué. Moi j'ai eu peur avec l'attente de l'électricité. Et puis ce qui était difficile aussi, c'est le public en fait, au niveau des masques. Ouais, carrément. Voilà, qu'on le veuille ou non, les masques ils se baissent, les masques. Mais carrément. Et puis ça, on est dans la responsabilité individuelle, c'est pareil. Tu sais, on a eu un petit souci avec un journal, bon, on va pas le citer parce qu'ils se sont excusés et puis ils ont rattrapé les trucs. Mais tout de suite, on a attaqué la ministre en disant comment ça se fait que Laetitia l'a porté la ministre, l'a acheté. Enfin, il y en a qui sont partis qui ont cherché la petite bête tout de suite. Et puis il y en a plein qui ont lâché, pas de distanciation, c'est pas de protocole sanitaire, pas de distanciation. Faut savoir que sur 1500 personnes, on était autorisé à moins de 1000. On était sous la barrière des 1000 à cette époque-là, parce qu'il faut savoir qu'on était dans les derniers événements à moins de 1000 personnes, mais on était encore sur la jauge des moins de 1000. On s'est retrouvé à 700, d'accord? Donc on a respecté les deux protocoles. Si tu veux, le protocole de distanciation était prévu pour les salles pour les événements de 5000 places. D'accord? Donc, les événements de 5000 places, on devait coller une distanciation. Et pour les moins de 1000, il n'y avait pas de distanciation. Il y avait du regroupement à faire par personnes qui se connaissaient. Tu sais, il y avait vraiment, voilà, il y avait une distance assurée, mais sinon, les gens pouvaient se mettre par groupe de 10. Donc voilà. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cumulé les deux protocoles. On a fait comme si on était dans une salle de 5000 personnes. On n'a pas essayé de gruger. On a espacé les chaises. On a mis un siège sur deux dans les tribunes. Le problème, c'est que une fois que les gens sont là enfin, nous, on a installé notre protocole à l'entrée. On a des gens qui sont là à demander de remettre les masques. On a mais les gens font ce qu'ils veulent. Vous pouvez pas, enfin, je veux dire, même un policier peut pas vous obliger à mettre le masque sur le visage, hein. Je veux dire, ça, c'est un débat sans fin, surtout qu'on avait d'autres choses et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont mis pas de distanciation, c'est pas vrai. Il y avait 1500 places au Palais du Sport, on avait 700 personnes. Pardon? Il y avait même des croix en fait sur les emplacements pour s'asseoir, etc. Mais c'est le public qui est adapté à sa manière, quoi. C'est ça. Et puis ils sont tous rassemblés en plus dans le centre. Tu sais, ils sont tous resserrés dans le centre de la tribune, parce que la tribune est très large. Tu as vu, hein, la grande tribune. Oui. Et en fait, ils voulaient tous être très proches, enfin dans l'axe de la cage, et donc ils se sont tous rapprochés. Mais ce qui est sûr, c'est que le préfet, enfin il y avait la madame la sous-préfète qui était là, il y avait le ministère, croyez-moi, il n'aurait jamais joué à ça à ce moment-là, quoi. Faut pas oublier que le Covid, c'est des morts, on n'est pas en train de jouer avec ça. Nous, on essaie juste de continuer à vivre, de continuer à faire faut savoir que nous, on vit du sport de combat. On fait pas ça en plus. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est maintenir notre activité. Mais bien sûr, enfin, il y a quand même la sécurité des personnes qui restent. On aurait dû le faire à huis clos, on l'aurait fait à huis clos, cet événement. Honnêtement, on n'aurait jamais annulé, mais à huis clos, on l'aurait fait. C'était prévu même. Donc voilà. Alors tout ce qui vous est arrivé à toi et Eric Konako, vous pouvez maintenant vous placer en tant que conseiller peut-être, hein, conseiller pour les prochains événements français, notamment pour ceux qui veulent se lancer en tant que promoteur. Ouais, après, ce que tu dis, non, mais c'est vrai, on pourrait, mais le problème, c'est est-ce que des gens voudraient des conseils déjà? En fait, on a un autre problème en France. Moi, je suis assez franc là-dessus. Et je vais te dire honnêtement, nous, on a été surpris par le manque d'enthousiasme, le manque d'appui du milieu français du MMA.
Le Bellator était là, certes. Le Bellator, je suis depuis que je suis tout jeune, honnêtement. Le Bellator, c'est vraiment une organisation que j'apprécie. Celui qui aime le MMA, qui aime pas le Bellator, il n'aime pas le MMA. Il y a le Bellator, il y a le ONE FC, il y a l'UFC, on a le M1 encore, donc il y a des hauts débats, mais le M1, il y a ces organisations, on peut pas les contourner, on peut pas, elles sont pas critiquables pour moi. Je veux dire, à part si quelqu'un arrive à faire mieux, on parle des 4-5 meilleures organisations dans le monde. Et c'est vrai que nous, on a été un peu surpris du manque d'appui, je sais pas comment je peux dire ça sans. Oui, de soutien, oui. Ouais, carrément. Tout le monde s'est rangé derrière le Bellator, la grande organisation, et nous, on nous a même boycotté. Donc, ça a été un petit peu. C'est vrai qu'on s'est dit bon, ok. Et puis, je pense que c'est que le début. Je pense que c'est que le début. Est-ce que vous avez tissé des liens? Est-ce que vous avez aussi tissé des liens, essayé aussi d'aller voir les pionniers ou autres pour qu'ils viennent? Enfin, il y en a eu un qui était là notamment. Mais on est, comment dire, faut savoir que j'évolue dans ce milieu depuis toujours. Je vais pas citer de nom, mais tous les pionniers, on se connaît très bien. Pour la plupart, on se connaît très bien. On a fréquenté les mêmes salles, on a été sparring, j'étais à haute tension aussi à l'époque. Je pense que ça donne quelques indications. Il y a beaucoup de combattants qui sont issus de haute tension et c'est vrai qu'on a solliciter ces gens-là, c'était pas nécessaire parce que c'est des gens qu'on n'a pas sollicités, c'est des gens qui viennent dans ta salle, qui repartent, et moi j'ai trouvé un peu bizarre cette histoire que tout le monde savait que le Bellator était là sauf nous. Et voilà, je veux pas créer mais nous on l'a su au dernier moment le Bellator, c'est pareil, beaucoup de gens ont essayé de faire croire qu'on a essayé de se placer avant eux, c'est pas vrai. Moi le palais de sport de Vitry ferme, je demande une date, le nouveau maire donc me dit allez, OK, je te file cette date, ça tombe le 8, c'est en semaine. Parce qu'il peut pas me filer un week-end. Qu'est-ce qu'on aurait dit si ça tombait le même jour que le Bellator? Tu vois, et c'est vrai que même un week-end, je l'avais pas le Palais des Sports. Donc nous on a pris ce qu'on nous a proposé, on a fait comme on a pu. Et donc voilà, mais c'est vrai que moi c'est la première fois que je le dis sur ton live. Moi j'ai été déçu et surpris par le circuit. Et puis de toute façon il y en a d'autres qui vont organiser. Et puis une fois qu'ils subiront un petit peu, qui comprendront qu'aujourd'hui organiser en France c'est pas facile, tout le monde n'organisera pas. Je peux te dire qu'il y en a beaucoup, à mon avis, qui vont faire machine arrière. Je dis pas que c'est pas faisable en France, c'est largement faisable, mais si t'es pas professionnel, tu le fais pas. Voilà, il faut répondre à un cahier des charges très strict. Je suis content parce que ça évitera ça laissera pas trop d'espace au mytho entre guillemets, mais et puis ça évitera justement qu'il y ait de la dégradation parce que tu sais de laisser tout le monde organisé et puis qu'il y ait des dégradations et que dans 3 ans on nous annonce que le MMA c'est fini en France. Tu sais, c'est une possibilité aussi. Il faut savoir qu'on est en intérim. On est en intérim en France, on n'est pas. Aujourd'hui, tout n'est pas fait. Aujourd'hui, on fait une démonstration. Tout reste à faire. On a pris beaucoup de responsabilités avec le ministère et tout. On a demandé au ministère de venir. Faut savoir qu'on était sûr de ce qu'on allait faire et de ce qu'on allait fournir. Alors, on a quelqu'un qui a mis un commentaire, Sam de Janeiro, et c'était des combats mieux. Il a apprécié les combats du MMAGP plus que ceux du Bellator, si je comprends bien. Bon, c'est un compliment. Mais j'ai vu après aussi ceux du Bellator. Il y a eu des beaux combats aussi. Oh, c'était ouf aussi. Hein. Oui. Pour moi, c'est cette semaine-là, j'étais aux anges. Il y a Landieu, le combattant de Cyril, Yves Landieu. Moi, je pense que c'est lui qui a illuminé la soirée, de toute façon. Ah, le Flying il était ouf. J'étais content de revoir Cheikh Congo et voilà, c'est un combattant que j'ai beaucoup suivi. Il y a eu sa fameuse, il y a sa vidéo qui tourne encore aujourd'hui sur le chaos qu'il prend, il se relève, il revient, il revient d'entre les morts. On sait pas comment il fait, c'est du jamais vu, hein, honnêtement, c'est du jamais vu. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que je suis un peu, c'est particulier parce qu'aujourd'hui je parle du Bellator et beaucoup de gens nous opposent. Il faut savoir que le Bellator eux-mêmes ont essayé de nous contacter. On a eu un message positif du Bellator quand même en nous disant qu'ils avaient rien contre nous, hein, que c'était la presse et tout ça qui avait monté. Je pense qu'ils sont assez objectifs et qui ont assez d'expérience pour prendre du recul avec tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvais. C'est la mauvaise presse une fois de plus. C'est pas les publics, c'est ceux qui étaient là pour dire c'est de la merde. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que c'est dommage. Juste un petit peu d'actu quand même. Je voudrais savoir qui est The GOAT. Alors parce que là, avec la retraite de Khabib, on entend parler beaucoup de Khabib notamment. Mais est-ce que si tu sais pas, si tu n'as pas un nom, est-ce que tu as 3 noms à me fournir? Pardon, je suis en combattant. The GOAT, c'est qui le GOAT? Le meilleur combattant. Ouais.
J'ai trois noms comme ça. Pour toi. Bah, 3, 3, 3. Moi, je reste sur mes classiques. En fait, il y a des gens que j'attends encore. Il y a des gens que j'attends leur retour. Je t'en ai déjà parlé, c'est John Jones, par exemple, que j'aimerais bien voir revenir. McGregor, j'y crois plus trop. McGregor, je pense qu'il a perdu il a gagné en chat, il a perdu en classe. Pour moi, il s'est éparpillé. Après, Khabib, bah, il reste incontournable. Et puis, et là, comme ça, je pense que c'est un chez moi. Bien sûr, mais on en a pas mal. Je vais dire Michael Mebo. Non, bon, je te cache pas que je suis plus trop ce qui se passe. Après, moi, je reste sur mes classiques. Il y a des combattants que j'aimerais voir revenir. John Jones, le temps, il passe super vite et il se rend pas compte, je crois. C'était une perle il y a quelques années. J'ai l'impression que c'était hier et on l'a plus revu. Enfin, on l'a presque plus revu. Il est vachement instable. On en a déjà parlé. C'est des combattants qui ont du talent et qui ont pas besoin de forcer, en fait. Tu sais, c'est un truc que je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews. T'as les combattants qui ont du talent et t'as ceux qui bossent, quoi. Ceux qui bossent assurent une longévité. Et puis, ceux qui ont du talent, en général, bah, écoute, c'est eux et leur chance, en fait. Et John Jones en fait partie. Okay. Moi, c'est un mec que je veux voir revenir. Alors, juste comme ça, des petites questions rapides avant que ça se termine. Tu es plutôt lutte ou JJB? Ah, j'ai changé. Avant, j'étais très JJB. Enfin, attention, pas moi, personnellement. Moi, je suis pas très seul. Moi, j'aime la boxe mais avant, j'étais très JJB. Je trouvais ça super. Mais la lutte, depuis que j'ai des profils justement comme Mika, je trouve ça. Et puis depuis Khabib, et puis depuis. C'est vrai qu'il y a eu cette période MMA où les produits JJB, tu sais, on en parlait dans la dernière interview où on parlait des mecs qui venaient du Brésil, Victor Belfort, les Shogun. En fait, leur deuxième bagage après la percussion, c'était le JJB. Et c'est vrai que depuis peu, avec la culture américaine, la lutte a pris énormément de place. Et moi, la lutte aujourd'hui, je kiffe la lutte. Ouais. Ok. Masvidal ou Adesanya? Adesanya. Ah ouais, direct. Flying Knees ou Twister? Twister. Oh. Ah oui. Et Madison Square Garden ou l'Accor Arena à la Défense? Tu choisirais lequel pour MMA? Attention. Et là, mais tu sais que la Défense, on en a parlé il y a pas longtemps là. Et la Défense, c'est un monstre, hein. C'est un monstre, hein, la Défense. Enfin moi, c'est parce que je suis cocorico à fond. Moi, je suis 100% français. Je pense que les Américains ont assez d'espace et assez de. Et c'est vrai qu'en France, on a un savoir-faire et on a des belles salles. Et c'est vrai que la Défense, moi, tu sais quoi, pour la petite histoire, je l'ai fait avec une marque de boisson. Moi, je pense qu'on peut, avec Monster, en fait, qui est un de nos partenaires. Et on a été invité sur un Supercross et j'ai halluciné. La salle, elle est, je crois Konako me disait, c'est 30 ou 40 000 places, non? À la Défense. Je crois que c'est ça. Hein. J'y ai été en plus, hein, mais dès que t'es dedans, t'es plus en France, hein, honnêtement. Dès que t'es dedans, t'es plus en France. C'est incroyable. Et c'est vrai que cette salle-là, moi, elle me botte. Après, le Madison Square Garden, c'est mon enfance. On est d'accord. Hein, on est sur la Thaïlande pour le combattant thaïlandais, tu vois. Donc le Madison Square Garden, bien sûr, c'est anthologique pour moi, c'est énorme. Mais attention, l'aréna de la Défense, j'espère qu'on va pouvoir recevoir des grosses orgas sur cette salle-là. Je pense que c'est là-bas que ça va être le plus, c'est même un peu plus sollicité aujourd'hui que. Tu me parles bien de la Défense, hein, on est d'accord. Hein. Bien sûr. Ouais, parce que l'Accor Arena risque d'être un peu moins sollicité, justement. Un peu moins beaucoup. Merci, exactement. Grâce à cause, je sais pas, mais en tout cas, cette salle, moi, la première fois que j'y étais avec plusieurs combattants, avec Reda Ougdou, on était plusieurs là-bas, et on s'est retrouvés en plein milieu, en plus. Monster nous a fait rentrer à la ligne, on était sur la ligne d'arrivée du Supercross, on était sur un camion, en plein milieu, ça veut dire qu'on avait une vision, panoramique de tout ça, là, on voyait vraiment toute l'arène et là je me suis dit wow, on n'avait pas l'impression d'être dans une arène française quoi, parce que c'est pas notre culture d'avoir des gros espaces. T'as l'impression d'être au Stade de France. Non mais ça peut faire des belles entrées aussi pour les combattants et tout. Enfin moi je l'ai vu pratiquement vide en fait. Cette salle elle est. C'est un truc de fou. J'ai visité. Ouf. Donc bon voilà. Quand c'est en bas t'as l'impression que c'est des montagnes. Oui. Alors est-ce que tu as un petit message pour conclure? Un petit message, je sais pas, quelque chose que tu as envie de absolument dire ou. Ouais, le message, moi c'est surtout concernant mes gars, ma team et puis les miens entre guillemets. Moi je les remercie encore pour la confiance qu'ils nous ont accordée
à Konako et moi. Et puis bah, c'est pareil à Konako, hein, c'est un vrai pirate. Il tente, on fait pas n'importe quoi. Il y en a plein qui nous prennent pour des kamikazes, mais on fait pas n'importe quoi. Tout est mesuré, on en discute longuement. Et donc voilà. Et puis bah à Nice aussi, mon petit fighter qui a gagné il y a pas longtemps. Je suis très fier de lui. Il y a Reda qui va revenir bientôt sur le circuit. Donc c'est surtout au mien que je pense. Haïdar aussi qui prépare tous les combattants en sol, parce qu'on parlait de Jiu-Jitsu. Il faut savoir que on a un expert qui s'appelle Haïdar Abbas qui passe plusieurs jours par semaine à Hobby Fight depuis une bonne saison, et qui amène tout son côté. Faut savoir que c'est le top 3 monde, hein, en JJB, et qui amène tout son côté expertise aux combattants de MMA. Et donc voilà toute ma team, Laetitia qui je fais un gros bisou, et puis bah, tous les autres, hein, je pense à tout. Voilà, je pense aux miens là aujourd'hui parce qu'on est tous confinés, on est un peu chez nous. Je les croise là parce qu'ils s'accordent une heure et demie de sport par jour, mais on se croise quand on peut. Et donc voilà, je pense beaucoup à eux, et j'ai vraiment hâte qu'on puisse reprendre une vie normale. Ah oui, effectivement, hein, parce que là, c'est pas évident. En tout cas, merci pour tout, hein. Merci encore de ta disponibilité. Toujours un plaisir, hein. On se dit dans un an et Ouais, avant, j'espère. Je t'inviterai sur un événement avant, c'est garanti. Mais dans un an, on fait le bilan, mais quoi qu'il arrive, on se verra avant, avec grand plaisir. On fera le bilan annuel, ouais. On va se mettre un petit rendez-vous. Tous les ans, on fait le bilan. Comme ça, on voit si ce que tu as dit, ça te met la pression, en fait. Ouais, ça va. Non, t'as bien vu, je fais ce que je dis. Je dis ce que je fais. Donc, oui, tout à fait. Prochaine édition, très prochainement. J'attends la suite. Moi, j'attends la suite. Tous ceux qui nous suivent, merci, parce que ils n'ont pas posé réellement de questions, mais vraiment, il fallait suivre un petit peu tout ce qu'ils étaient en train de dire. Ouais, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais... Moi, j'ai réussi à faire les deux, franchement. C'était je disais que je suis un homme et que les hommes... Je ne peux pas le dire. Ma femme me le dit, donc c'est bon. Un coucou à Sonia, hein. Merci encore à elle pour son accueil la dernière fois. Et puis, plein de bonnes choses à Hobby Fight, plein de bonnes choses à MMAGP. On invite encore tous les autres à aller voir nos vidéos de MMA Story France sur les réseaux, sur YouTube notamment. On a l'émission avec Abdel qu'il faut absolument voir parce que il dit tout ce qu'il fait. Merci. Et puis, à très très vite en tout cas. Merci Sandrine. Salut. Bonne soirée à toi. Ciao, bye.